Bienvenue sur le Reaching Podcast. C'est ici qu'on va faire en sorte que tu deviennes le meilleur basketteur possible en ayant des discussions basées autour de l'entraînement, de la performance et de l'univers basket de manière générale. Alors que tu sois joueur, parent, coach ou simplement passionné de basket, ce podcast est fait pour toi. Si t'es prêt, c'est parti pour un nouvel épisode du Reaching Podcast avec Coach Mathis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast un peu spécial. Un petit peu spécial, je vais vous expliquer pourquoi, enfin vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature très probablement. Mais l'idée c'est que je puisse vous présenter, c'est pas une pub, c'est juste que je puisse vous présenter le projet du livre que j'ai écrit. Et donc vous donner un peu plus de détails parce que j'ai reçu énormément de questions et je comprends, j'ai peut-être pas été très bon dans la com à ce niveau-là, donc je vais répondre un peu à toutes les questions que j'ai eues en un seul épisode. Et en même temps vous donner des petits conseils, vous repartez pas de cet épisode gratuitement, j'ai l'habitude en tout cas, on a l'habitude ensemble de s'aider, donc je vous donne des conseils et ce sera le cas aussi sur cet épisode-là. Alors, j'ai pris quelques petites notes, comme vous le voyez probablement sur la table, pour être sûr de rien oublier. Voilà. Mais avant ça, je voulais vous dire que c'est la 3e fois officiellement que je tourne cet épisode. La toute première fois, la carte mémoire avait pas marché. Donc en fait, j'ai rien si ce n'est la bande son. Et ça ne m'allait pas. Ensuite, je suis parti en Suisse pour le travail. Puisque donc j'ai cette entreprise-là, Reaching Sports, et je suis aussi actif dans une autre entreprise qui donne des cours et qui aide des équipes et des professionnels, des équipes sportives professionnelles et des joueurs professionnels de tous les sports à performer. Je prendrai le temps de vous expliquer tout ça dans un autre épisode podcast. Mais du coup, je suis bien fatigué et du coup, j'ai essayé de le enregistrer en Suisse et ça n'a pas fonctionné. Donc me voilà ici aujourd'hui à refaire cet épisode pour la 1e fois. Entre la première version et la 2e version, j'ai progressé, donc je pense que la 3e ce sera la bonne, et c'est ce que j'espère en tous les cas. Aussi, en ce moment c'est super compliqué sur les réseaux sociaux, parce que je pense que j'ai pris une longue pause quand j'étais entraîneur de basket en National 3 et autres, et que Instagram, que YouTube, que tout ça, TikTok, ne kiffe pas du tout ça. Vraiment, donc j'ai l'impression de repartir de zéro parce que j'ai une grosse audience. En même temps, c'est compliqué d'arriver à redémarrer le truc, donc je vais prendre le temps de le faire en vous donnant du contenu qualitatif comme j'en ai l'habitude, peut-être en publiant un peu plus souvent. Mais voilà, je vérifie juste que le micro fonctionne bien, c'est bon. Donc en publiant un peu plus souvent, vous avez été aussi extrêmement nombreux à me dire que les épisodes podcast c'était un truc que vous adoriez et vous me demandez pourquoi j'en fais plus. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là. On va en faire peut-être un peu plus. Peut-être dites-moi ce que vous en pensez, mais l'idée que j'avais eue c'était de faire des gros épisodes un peu comme ce qu'on fait là, face caméra, que je publie sur YouTube, et des épisodes peut-être un peu plus courts, peut-être un peu plus spontanés aussi, où je les publie uniquement sur les comment on appelle ça, les médias de podcast, donc Spotify, toutes ces choses-là. Parce que des fois, par exemple quand je conduis, j'ai des idées qui émergent et je dis wow, en vidéo ou en podcast ça serait une excellente idée de parler de ça, et je prends pas le temps de le faire, alors que pourtant j'ai des micros, j'ai tout ce qu'il faut. Et je peux conduire en parlant, hein, on le fait tous, donc voilà, ce serait quelque chose peut-être à réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette façon de faire. J'ai fait aussi les vlogs où je vous invite à vous entraîner avec moi. Pour quelques raisons, ça marche pas beaucoup, alors que dans les autres pays, ce genre de vlog marche excessivement bien. Tu sais, celui où tu fais pas beaucoup de montage, c'est très spontané. C'est vraiment, vous passez un moment avec moi. Et aux États-Unis, on l'a vu avec un YouTuber qui s'appelle Sam Sulek, qui est lui dans le bodybuilding, et il fait ça tous les jours, et il a des centaines de milliers de vues par vidéo. Alors ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais je trouvais cool de faire une coupure avec toutes les prods très agressives qu'on a aujourd'hui. Force est de constater, c'est peut-être ce qui marche le mieux, donc à voir comment faire. Bref, assez parlé. La vérité, c'est que j'ai écrit un livre qui est juste ici. Le code du bowler, je vous le mets un peu plus près. Voilà, hop. Le code du bowler, je sais pas si ça le fait, si je le mets comme ça. On va essayer de le mettre comme ça.
voir ce que ça donne, en espérant qu'il tombe pas pendant l'épisode. J'ai écrit ça. Je vais vous expliquer toute l'histoire pour laquelle j'ai écrit ça et chapitre par chapitre ce que vous allez pouvoir y trouver. Ok, je veux commencer par ça. C'est là où c'est le plus important. C'est que donc je travaille avec une maison d'édition qui est géniale, qui s'appelle Dashbook. J'ai une petite équipe qui travaille sur ce livre-là, qui a déjà commencé à travailler et qui continue de travailler dessus. J'ai une personne qui s'occupe du design. J'ai une personne qui s'occupe de la com. J'ai des personnes qui relisent, des personnes qui gèrent un peu le projet. Donc je crois qu'on doit être 4 à travailler dessus. Et l'idée de ce livre, c'est de se dire, ok, si on atteint les 150 précommandes, ce livre pourra être publié. Pourquoi 150 ? Parce que les coûts d'impression coûtent cher, les coûts de mise en place coûtent cher, et moi je voulais que ce soit un livre qui soit ultra qualitatif, de la couverture, à la qualité du papier, à la qualité de l'impression. C'était hors de question. Alors, quand je vais vous raconter l'histoire, j'ai pensé à passer par d'autres choses, mais quand j'ai eu cette occasion-là, j'ai sauté dessus. Et voilà, donc j'ai besoin de vous, bien entendu, pour les 150 précommandes. On en est loin aujourd'hui, il me reste un peu moins de 30 jours. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, vous allez comprendre un petit peu plus tard, mais voilà. Ce livre est dispo en précommande. Donc pour vous dire tout de suite, parce que j'ai déjà eu la question, quand vous allez commander le livre, vous allez recevoir une confirmation, etc. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où on atteint les 150 précommandes, on va commencer à finir l'intérieur du livre pour être sûr que ce soit bien, que ce soit vraiment adapté. Il y aura beaucoup de relecture, beaucoup de travail après. Et ensuite, on va lancer les impressions. Donc vous allez recevoir le livre. Si vous l'achetez maintenant, vous allez le recevoir au plus tôt au mois d'avril, au plus tard au mois de mai. Il faut comprendre ça, c'est un processus qui prend énormément de temps. Mais au moins, vous allez l'avoir entre les mains en avant-première. Et si jamais j'arrive pas à atteindre les 150 précommandes, je vais pas dépenser des sous. Si jamais il atteint pas les 150 précommandes, moi j'ai perdu, le livre coûte 21,90 €, alors il y a des frais de port, mais moi j'ai pas envie de perdre ces sous-là, et je comprends, et c'est pour ça que si on n'arrive pas à atteindre les 150 précommandes, vous serez intégralement remboursé, au moindre centime. Ok ? Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Il n'y a pas de risque pour vous. Soit vous avez un super livre, soit on vous rembourse les sous et il n'y a pas de souci. Voilà. Ça c'était la petite chose. Ensuite, je suis pas là pour vous dire achetez le livre, même si beaucoup dans ma com c'est comme ça parce que je pensais qu'on aurait atteint les 150 précommandes plus vite. Mais en fait, moi je suis persuadé que ce livre-là, à un moment donné, il va vous être extrêmement utile. Il y a une énorme histoire derrière tout ça, et c'est d'ailleurs ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes, dans quelques secondes peut-être bien. Mais c'est pas juste comme certains peuvent faire, j'ai envie de me faire des sous, je publie le livre et c'est parti. Parce que si je voulais faire ça, je l'aurais publié sur Amazon et je me serais pris beaucoup de royalties sur la vente de mes bouquins. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire un truc propre, faire un truc qui vous correspond et qui me correspond aussi et surtout, c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais à moi. Parce que écrire un livre pour écrire un livre, ça m'intéresse pas. Je suis un passionné de livres. J'ai déménagé il y a très peu de temps, il y a un an, enfin un peu plus d'un an, donc ça commence à faire un moment maintenant. J'ai compté le nombre de livres que j'ai. J'en avais à l'époque 1508. Je suis un passionné de livres, que ce soit de philosophie, de psychologie, de préparation physique, parfois même de politique s'il y a des sujets qui m'intéressent, parfois très peu de romans, mais parfois de la préparation mentale aussi beaucoup, et bien entendu de basket. Et dans les livres de basket que j'ai, il y a des livres qui sont introuvables, qui coûtent super cher, que j'ai réussi à dénicher, et voilà. Le jour où on m'a proposé d'écrire ce livre-là, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi et c'est un objectif. Aujourd'hui j'ai 30 ans, et quand j'avais 20 ans, j'avais noté sur une liste que je voulais avant mes 40 ans. Donc j'avais fait une liste de choses que je voulais faire avant mes 30 ans, une liste de choses que je voulais faire avant mes 40 ans. Et avant mes 40 ans, je voulais écrire un livre qu'on dirait en termes anglo-saxons evergreen, c'est-à-dire un livre qui ne meurt jamais en fait. C'est-à-dire que si on l'achète dans 50 ans, il est encore exceptionnellement d'actualité, et encore exceptionnellement très bien, très instructif, très bien écrit. Là où j'ai découvert cette idée-là, c'était quand j'ai acheté un livre de John Wooden,
Les plus jeunes, vous ne connaissez pas, les plus vieux, vous ne connaissez pas, probablement pas non plus. C'est peut-être le plus grand coach NCAA de l'histoire. Il a gagné je sais pas combien de titres. De mémoire, c'est 19 en plus de 20 ans, 30 ans peut-être. Il coachait à UCLA. Et c'est une énorme source d'inspiration pour moi parce que c'est quelqu'un qui peut-être ne fonctionnerait pas dans le basket actuel, mais il avait un fond qui était très basé sur l'humain, très basé sur l'équipe. Et surtout, il avait cette espèce de chose où il revenait vraiment à la simplification pure du basket. Et j'avais acheté du coup un livre qui était publié en 1974. Ce serait bien peut-être un jour que je fasse un podcast sur tous les livres que j'ai, pas tous, mais les livres les plus importants que j'ai eus. C'est une très très bonne idée de faire ça, je vais le faire et je vais vous démontrer les livres et qu'est-ce qui est bien à l'intérieur. Mais sur ce livre de John Wooden, en le lisant, je me suis rendu compte que moi je complexifiais énormément les choses, alors que le basket c'est un sport qui est super simple. Lui était plus basé dans son livre sur l'aspect collectif et l'aspect pré-collectif, on va dire. Moi, sur ce livre-là, je me suis surtout basé sur le travail individuel et sur le talent individuel des joueurs. Donc voilà. Bref, pour raconter l'histoire, on est au Covid, ok, le confinement, toutes ces histoires qu'on a vécues qui sont assez historiques. Mon entreprise Reaching Sport s'est créée, ok. J'arrive pas à vendre mes programmes. Et je profite du Covid pour me former énormément. Et en me formant pendant le Covid, j'ai fait énormément de lectures, de curiosité. J'avais acheté plein de livres que j'avais pas pris le temps de lire. Et j'ai commencé à me dire, ok, est-ce que moi j'ai pas envie d'en écrire un de livre? Donc j'ai commencé à prendre une feuille, à écrire toutes les idées que j'avais. Je sais plus combien il y en avait peut-être une centaine. Ensuite à les regrouper, en faire des petits paquets. Et ensuite à dire ok, ça si je devais mettre tout ça dans un chapitre, j'appellerais ça comme ça. Si je devais faire tout dans ce chapitre, j'appellerais ça comme ça. Et en fait ça faisait un espèce d'arbre où j'avais un titre et j'avais plein de petites idées à l'intérieur de ce titre. En fait j'étais déjà inconsciemment en train d'écrire ce livre-là. Et l'idée m'est passée parce que j'avais écrit à des maisons d'édition qui avaient pas trouvé ça pertinent et je peux pas leur en vouloir. J'avais pas une notoriété énorme à l'époque. Pendant le confinement, j'avais quel âge? J'avais 24 de mémoire, 23 ou 24. 23, bon bref, peu importe. Toutes ces choses-là. Et j'ai mis ça un peu de côté, mais de temps en temps, j'y revenais. Et j'avais annoncé en l'occurrence à une pote à moi. J'ai eu la chance d'étudier au Maroc et j'avais gardé contact avec une pote à moi là-bas qui fait une carrière exceptionnelle maintenant en France, dans un autre monde, enfin pas dans le basket en tout cas, plutôt dans le marketing, la vente et tout. Bref. Et elle m'écrivait tous les jours. D'ailleurs, William, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Elle m'écrivait pendant plusieurs mois, hein, tous les jours, t'en es où de ton livre, parce qu'elle trouvait l'idée géniale. Bref, j'ai mis ça de côté encore une fois, puis j'y revenais de temps en temps. Et en 2023, je suis assistant coach sur une équipe de National 3. Et là, c'est décidé, je veux écrire ce livre. Je veux absolument écrire ce livre. Je vais écrire un livre qui va rester et qui va être pertinent, moderne, et qui sera encore pertinent et moderne dans 20, 30 ans. Mais le risque en faisant ce genre de choses-là, c'est de se dire, ok, si je veux trop taper dans la modernité, il n'y aura plus du tout de sens au livre. Il n'y aura plus du tout de sens, parce que taper trop fort dans la modernité, ça fait que ça peut être parfois perçu de manière un peu folle, un peu farfelue, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai acheté un billet d'avion pour les États-Unis et j'ai passé une semaine avec les Gators de Floride. Pendant toute une semaine, ils n'étaient pas champions à l'époque. Ils étaient même pas à la March Madness à l'époque. Et j'ai commencé à discuter avec les entraîneurs individuels, avec le coach, avec certains joueurs et tout ça, pour voir à peu près comment est-ce qu'eux s'organisaient. Aux États-Unis, il faut savoir, c'est qu'ils ont un staff qui est presque aussi nombreux qu'ils ont de joueurs. Donc un coach principal doit gérer ses assistants et son équipe de basket. Et donc du coup, je passe la semaine avec eux, je pose des questions. Il y a 2-3 idées que je note, des trucs un peu cool dont je reviendrai un peu plus tard. Puis ensuite,
vu que je suis resté 3 semaines là-bas. J'ai la chance d'avoir de la famille qui habite en Floride. Je prends ma voiture, je vais voir Overtime Athlete, Chris Barnard, qui à l'époque, en fait lui il entraîne des athlètes et il entraîne aussi des joueurs de baseball professionnels, des joueurs de football américain professionnels, des joueurs de basket professionnels pendant les off-season. Et moi quand j'y suis allé, c'était des joueurs de baseball. Et Chris Barnard, si vous voulez aller voir sur YouTube, c'est Overtime Athlete, ou alors vous allez sur les personnes que je suis et qui me suivent ou qui me suivent sur Instagram, tapez Overtime Athlete et vous allez les trouver. Et le mec a répondu à toutes mes questions. Il m'a donné accès à toute son équipe sur plein de choses, parce que lui aussi il vend des programmes en ligne et tout. Donc j'ai pu avoir une conversation exceptionnelle, parce que c'était peut-être lui qui m'a inspiré à faire ce genre de métier, à faire ce métier où je vends des programmes en ligne et tout ça. Et il a pu répondre à toutes mes questions. Et pareil, sur l'entraînement individuel, lui il est plutôt sur l'aspect muscu. Mais il y a eu des choses qui m'ont retourné le cerveau par une évidence folle, dont on reviendra tout à l'heure, je ne vais pas tout vous spoiler tout de suite. Et ensuite, je suis allé voir quelqu'un que je considère maintenant comme un ami, Coleman Ayers de By Any Means Basketball, avec qui on avait essayé d'organiser un événement à Paris. Ça s'était pas super bien passé. Pour moi, en tout cas, pour lui, il a pu l'organiser, mais moi, j'avais été un peu mis de côté au final par des gens en France. Du coup, j'avais décidé de pas venir à la truc, et lui il avait totalement compris, et on s'est vu, on a discuté pareil, et il n'était pas aussi évolué qu'à l'époque. Alors il était très 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 bien, mais c'est un gars qui est extrêmement ouvert sur les autres cultures. D'ailleurs on le voit, il voyage partout tout le temps, et voilà, donc j'ai eu ça, c'était le premier voyage. Ensuite en 2024 je suis retourné aux États-Unis. Je suis retourné à l'université de Floride. Ils avaient évolué leur manière de penser, ils avaient évolué leur manière, enfin on va dire qu'ils avaient encore plus grossi le trait sur les philosophies qu'ils avaient. Et là, ça a été pareil, c'était devenu presque comme une évidence pour moi que c'était ça qu'il fallait faire. Ensuite, je suis allé visiter d'autres universités, l'université de Central, UCF, University of Central Florida, University of South Florida, et il y en a eu une autre, mais je suis pas resté, je suis juste allé voir un entraînement, bref. Je suis allé là-bas et j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup de choses enfin, ils travaillaient tous de manière différente, mais il y avait beaucoup de choses qui se rejoignaient. Et l'été dernier, je vais à un séminaire à Londres où je parlais d'ailleurs, où j'ai fait un petit speech. Et entraîneur de l'équipe de France de handball, là où j'ai rencontré Pascal, enfin, où j'ai créé de liens forts avec Pascal Prévost, docteur Pascal Prévost, avec qui on a fait une vidéo sur la musculation. Où j'ai pu discuter avec Wolfgang Schöllhorn aussi, qui reviendra à un moment donné dans cet épisode. Et là aussi, ça a été une ouverture totale. Et donc, quand je suis rentré, j'ai ouvert mon ordi et je me suis dit, tant que je l'ai dans la tête, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête, non-stop, jusqu'à ce que j'en ai marre. J'ai dû écrire en vrai pendant 3 heures d'affilée, hein. En vrai, franchement, et non-stop. Et ça avait aucun sens. Franchement, ce que j'ai écrit n'avait aucun sens. Juste ce qui me passait par la tête par rapport à tout ce que j'avais vu depuis 2-3 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance pendant ce temps-là, j'ai eu la chance d'être entraîneur principal sur une équipe de National 3, du côté de Clermont-Ferrand. Le malheur que j'avais et la chance que j'avais, c'est que j'étais potentiellement le plus jeune de France à coacher à ce niveau-là. J'avais pas d'assistant et j'étais le seul à pas être salarié. Je faisais ça de façon bénévole. Mais purée, qu'est-ce que ça m'a appris. J'ai pu essayer des choses, ça a été un vrai apprentissage. J'ai pas fait une bonne saison avec eux, faut dire la vérité. Pour plein de raisons. J'ai dû être ultra créatif parce qu'on avait plus de meneurs de jeu qui étaient de purs meneurs de jeu. Tout le monde était blessé, donc il fallait que je fasse jouer meneur un poste 2-1 et un poste 3. Enfin bon bref, on avait tourné du coup un jeu de manière assez spéciale. Et voilà, c'était une année exceptionnelle. Malheureusement, on est descendu. La N3 est très très dure parce qu'il y a 4 descentes par poule. Et du coup, j'ai pu mettre en place certaines choses. Et l'année d'après, vu qu'on est redescendu et que j'ai été maintenu à mon poste, j'ai coaché en pré-national. Et là, beaucoup moins de pression même. Et pareil, le malheur ou la chance que j'ai eu, alors
c'est plutôt un malheur dans le sens où j'ai eu énormément de joueurs blessés et énormément de joueurs qui étaient compétiteurs et qui n'étaient plus forcément intéressés par le niveau pré-national. Ce que je peux comprendre, quand on est compétiteur, on a envie de jouer plus haut. Et donc il y avait... j'ai dû batailler avec moi-même pour essayer de trouver des solutions, faire en sorte que les joueurs se sentent bien les uns avec les autres, faire en sorte que les joueurs progressent et ressentent la progression, responsabiliser certains, un petit peu moins d'autres, pas forcément pour des choses négatives, mais juste pour avoir un équilibrage. Et peut-être qu'il y en avait, ils étaient un peu trop responsabilisés l'année d'avant, et là le fait qu'ils soient un peu moins responsabilisés, et je l'ai vu, bah ils sont libérés en fait. Donc voilà, bref, j'ai eu cette chance-là. Et le 2 septembre, ça je m'en souviendrai longtemps, de cette année, enfin de 2025, je me fais j'ai un problème de santé, un gros problème de santé qui me demande une opération en urgence et qui me force à m'arrêter de travailler du coup, alors que tout allait bien, mes vidéos commençaient à fonctionner et tout, bref, c'est la loi de la nature. Et ça m'a forcé à me remettre dans une remise en question profonde de ce que je devais faire, dans une réelle remise en question. Et comme quand des fois le destin il apparaît et on ne sait pas pourquoi, j'ai reçu un mail d'une maison d'édition qui m'a dit « On aime bien ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Nous, on est une maison d'édition qui travaille beaucoup avec les créateurs de contenu. On a travaillé avec lui. Donc moi, je suis intéressé. Je suis allé regarder, jeter un coup d'œil. J'ai acheté 1 ou 2 livres de chez eux. Je me suis intéressé à comment ça fonctionnait. J'ai eu des conversations avec eux. Et puis j'ai appelé des amis pour savoir ce qu'eux en pensaient. Et ils m'ont tous dit « Mais pourquoi tu réfléchis en fait ? T'as toujours voulu écrire un livre, on te propose. C'est maintenant ou jamais quoi. Fais-le. Et puis au pire, bah t'écriras un livre qui sera moyen et puis c'est pas très grave. » Et là, pendant 3 mois, j'ai mis une énergie de dingue là-dedans. Mais quand je dis de dingue, c'est vraiment, j'ai tout remis à plat, j'ai recommencé 3 fois. Si je dois être totalement transparent avec vous, j'ai pleuré un sacré paquet de fois à écrire ce livre parce que c'est si dur d'écrire un livre sans vouloir mettre de la prétention, sans vouloir donner des leçons, parce que c'est pas le but, mais juste en y mettant quelque chose que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais un jeune basketteur ou un jeune coach, et donner ça sur quelque chose de très pratique, facile à lire, compréhensible, et surtout de créer un objet, comme vous le voyez là, un objet beau, un objet où vous savez, ce plaisir d'ouvrir un livre, je sais pas, il y en a qui aiment bien l'odeur du livre, ces choses-là, et ça m'a boosté pendant des semaines et des semaines, donc j'ai bossé dessus, franchement de manière acharnée, j'ai été très dur avec moi-même sur ça. Et aujourd'hui, le livre est sorti, on est loin des 150 précommandes, donc c'est quelque chose que je peux pas dire que je vis bien, mais je peux pas dire que je vis mal non plus, parce que aussi, faut que ce soit quelque chose qui vous corresponde, et peut-être que c'était pas le moment, peut-être que... J'en ai aucune idée. Ok ? Donc voilà. Tout ça était parti du constat qu'en tant que coach, quand tu entraînes des joueurs, tu peux leur donner le même exercice, les mêmes consignes, la même démonstration, le même encouragement, tout pareil, d'un joueur A à un joueur B, et pourtant les deux ne progressent pas de la même façon. Et je refuse de simplifier les choses en me disant, ok, lui il n'est pas fait pour le basket, lui il est fait pour le basket. Ou alors de se dire, j'ai pas de talent cette année, comme j'ai déjà entendu, j'ai pas de talent cette année, donc c'est pas grave, on va perdre des matchs, et puis voilà, ça pour moi c'est hors de question. Quand on est entraîneur de basket, la priorité numéro 1, c'est de faire en sorte que les joueurs se sentent acceptés pour qui ils sont, petit 1, petit 2, qui sentent qu'ils progressent, et petit 3, qui est pour moi peut-être l'un des plus... Enfin, ils sont tous à peu près à égalité, mais le petit 3, c'est aussi extrêmement important, c'est qu'ils prennent du plaisir à faire les choses. Si on a ces 3-là, on fait une bonne saison. Après, surtout chez les jeunes, pour moi, le score, c'est 2 chiffres, l'un à côté de l'autre. Tu peux jouer super bien et perdre le match, comme tu peux jouer super mal et gagner le match de 40 points. Ça dépend de tellement de choses. Enfin bon bref, je me suis intéressé un petit peu à ça. Et du coup, je suis arrivé à des conclusions qui étaient un petit peu spéciales. Okay, des conclusions qui étaient un petit peu spéciales. C'était de me dire, ok, comment est-ce que n'importe quel joueur peut arriver à progresser ? Je me suis formé du coup aux préférences motrices.
Je me suis formé à plein de choses, j'ai été curieux sur internet de voir comment tout ça fonctionnait. J'avais posé les questions déjà quand j'étais allé en Floride. Et en fait, le problème, c'est pas le travail que les joueurs mettent. Le problème, c'est la compréhension de soi-même qui peut être un peu problématique. Et ça m'a permis de réfléchir à quand moi j'étais joueur, quand j'avais 15 ans, et que je m'étais juré à moi-même que je jouais en départemental dans le Puy-de-Dôme. Ok ? C'est-à-dire, on est dans le bas du départemental. Je m'étais dit, je jouerai au basket aux États-Unis dès que j'ai mon bac. Dès que j'ai mon bac, je m'en vais. Quoi qu'il arrive. Et là, j'ai travaillé j'étais acharné de travail. Franchement, je venais avant les entraînements. Donc, on était le premier entraînement à l'époque, c'était U18. On était le premier entraînement de la soirée. Je venais avant, entre l'école et le début de l'entraînement, il y avait peut-être une demi-heure. Je bossais. L'entraînement commençait, je faisais le truc. J'avais dit à mes parents que l'entraînement finissait à 20h, alors qu'en fait il finissait à 20h30, à 19h30. Et je restais une demi-heure, trois quarts d'heure à bosser sur le petit panier qui était au fond de la salle pendant que les seniors, eux, s'entraînaient. Et je progressais, oui, mais je progressais pas forcément comme j'aurais envie de progresser. Bien entendu, plus on travaille dur, plus à un moment donné on va être récompensé. À la base, je voulais partir jouer en NCAA. Bon, c'était pas possible, même en NCAA Division 3 ou même en Junior College. Finalement, j'ai dû me rabattre sur des prep schools. Mais le destin, j'imagine, je sais pas, je suis pas forcément spirituel, mais je me dis, le destin, à un moment donné, il m'a quand même envoyé à l'époque, c'était la 10e meilleure école des États-Unis. Aujourd'hui, c'est la meilleure école de basket des États-Unis. Et non seulement j'y suis allé, à la base en équipe 2, au fin fond de l'équipe 2, mais j'ai même joué la majorité des matchs en équipe 1. Et j'étais je crois que je finis la saison en moyenne à 17 minutes. Sur la fin, je tournais peut-être à 25 minutes en sortie de banc. Donc à chaque fois, le travail paye, mais peut-être qu'on peut arriver à accélérer ce travail-là et faire en sorte que on puisse trouver des petites choses qui sont simples, à la fois complexes, puisque rien n'est simple, on va dire, mais qui permettent d'apprendre facilement, qui permettent de prendre du plaisir, et qui permettent de ne pas juger un être humain ou un joueur ou moi-même pour ce que je fais sur un terrain de basket, mais plutôt pour qui je suis, qui fait que je joue au basket, etc. C'est un peu complexe à expliquer comme ça. Bref. Du coup, parti de ce constat-là, je me suis mis à entraîner. J'ai entraîné des catégories U13 jusqu'aux catégories senior national 3, sans assistant, etc. Grosse fierté. Avec le recul, c'était une année compliquée, mais c'était une année dont je suis tellement fier. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Peut-être que dans un épisode de podcast, je vais pouvoir en parler. Mais voilà. L'idée, en fait, quand j'ai fait le plan du livre, donc j'avais fait plusieurs plans. Au tout début, je m'étais dit, vas-y, je vais faire 50 conseils pour les jeunes basketteurs. Et ça me ressemblait pas. Franchement, ça me ressemblait pas. C'est-à-dire 50, comme les petites vidéos que je fais en format vertical. Je pense que ça se serait plus vendu, c'est certain. Mais ça me ressemblait pas parce que j'ai vraiment envie d'écrire un truc qui reste. J'ai pas la prétention de dire que je vais réinventer le basket parce que c'est pas le cas. Mais j'ai la motivation et l'humilité de me dire, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Ok ? Donc voilà, j'ai tout simplement travaillé là-dessus. Et le plan que j'ai mis en place, c'était que j'ai trouvé le mieux. Au début, c'était est-ce que je fais une pyramide, est-ce que je fais... Voilà, c'était un truc ou un socle où il y a des choses très importantes. Et puis plus on monte, plus les choses dépendent de ce qu'il y a avant. Le problème de la pyramide, c'est que ça a déjà été fait par John Wooden, la pyramide du succès, que j'invite à voir, qui est génial. Bref. Réfléchis, brainstormer, etc. Et je suis arrivé à l'échelle. Une échelle. Une échelle, c'est intéressant parce qu'il y a deux montants et il y a plein de petites marches. Ok ? Ça rend une échelle solide. Et plus il y a de marches, plus on monte haut. Et plus l'échelle est solide, plus on va monter haut en étant équilibré et en étant rassuré sans avoir peur du vertige, etc. Et aussi, ça on y reviendra sur la conclusion, mais le matériau en quoi est fait cette échelle est aussi très important. Donc je trouvais l'idée de l'échelle exceptionnelle. Donc j'ai commencé à écrire. Montant A, qui me paraît une évidence, c'est que d'un joueur à un autre, un geste ne peut pas être similaire. Vous pouvez regarder Stephen Curry, shooter. Vous pouvez aller dans votre jardin ou à l'entraînement et essayer d'imiter son tir. Non pas que vous n'y arriverez pas, vous vous rapprocherez de ce qu'il est en train de faire,
Mais c'est peut-être pas votre façon de tirer à vous. Parce que peut-être que lui, il a besoin d'avoir les coudes vers l'extérieur. Parce que peut-être que lui, il a besoin d'avoir le poignet relâché quand il finit. Et pas forcément vous. Votre corps, il s'organise pas forcément de la même façon que Stephen Curry. Pourquoi? Parce que vous avez des préférences motrices qui sont différentes d'un individu à l'autre. Parce que vous avez fait peut-être d'autres sports avant qui vous ont forgé un corps qui fonctionne de cette façon-là. Parce que vous avez peut-être eu des blessures auparavant. Parce que il y a tout un tas de choses. Donc c'est vraiment ultra compliqué d'avoir deux joueurs qui tirent de la même façon. C'est impossible et ça sera le sujet du montant 2. Montant A, c'est celui que je suis en train de dire. Montant B, c'est ce sur quoi je vais arriver juste après. Mais faut comprendre ça. C'est-à-dire que quand on est entraîneur et qu'on essaye de démontrer un geste, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Parce que 1, on n'a pas forcément un bon geste. Petit 2, on n'a pas forcément la même façon de bouger que la personne. Et petit 3, si ça ne correspond pas au joueur auquel vous êtes en train d'enseigner, vous allez rentrer dans un conflit, on va appeler ça comme ça, alors c'est pas se gueuler dessus, mais dans un conflit où lui il fait pas ce que vous êtes en train de faire, mais il fait ce qui lui correspond à lui. Et à la fin de la journée, pour moi en tout cas, le but au basket c'est de marquer le panier, si possible en évitant la défense, et si possible le plus rapidement possible. Donc si on réfléchit trop à faut que mon coude soit sous la balle, que mon poignet soit fait à 45 degrés, que je regarde le fond du cercle, ça c'est pour moi. J'ai longtemps pensé que c'était la façon de faire, qu'il y avait un geste parfait. Et aujourd'hui, je tends à penser qu'il n'existe pas de geste parfait et qu'il existe juste, on donne les consignes et on laisse le joueur s'organiser comme il peut. Ok ? Quand on est formé aux préférences motrices, on peut peut-être un tout petit peu plus s'adapter, dire si toi, ton corps s'organise plutôt de cette manière-là, peut-être essaye de faire comme ça et tu verras que ça marche ou pas. Mais voilà, donc pour moi, à se dire je vais avoir le même tir que Stephen Curry, c'est peut-être pas la bonne solution. Parce que lui, il s'est pas dit je vais avoir le tir de Ray Allen, c'est totalement différent. Je vais avoir le tir de Michael Jordan, c'est totalement différent. Je vais avoir le tir de Larry Bird, c'est totalement différent aussi. Tous ceux que je viens de vous dire, ils ont un tir différent. Pourtant, Jordan, c'est peut-être moins un shooter que les autres, mais ce sont d'incroyables shooters. Ok ? Donc, trouvez votre geste à vous. Je vous donne plein de petites astuces pour pouvoir le faire. N'ayez pas un jugement sur votre manière de tirer, tant qu'elle est cohérente avec votre manière de bouger, et surtout tant elle est cohérente avec le but final, l'intention, ça c'est un mot qui reviendra beaucoup dans le livre, l'intention de tirer, l'intention de marquer, pas l'intention d'avoir le coude droit, le poignet, le regard qui va là, les pieds bien parallèles, l'intention de marquer, c'est ça qui est le plus important, plus que l'intention de tout le reste. Tout le reste, ça va un peu polluer ce qu'on essaie de faire. Ensuite, il y a le montant B. Le montant B, on va encore plus dans microscopiquement parlant, on va aller vraiment en profondeur et on va voir, et je vous le démontre d'ailleurs dans le livre, que aucun geste n'est pareil. Aucun. Je parle de vous. Stephen Curry, quand on regarde à la loupe, aucun de ses shoots n'est pareil. Ils se ressemblent énormément, ils sont jumeaux très probablement, mais il y a toujours une milliseconde qui décale. Il y a toujours 1 centimètre plus loin ou 1 millimètre plus loin. Il y a toujours un contexte, les mains sont un peu plus moites, la balle vient d'un endroit qui est un peu différent. Il y a ce qui s'est passé dans le match qui cogite dans ma tête, il y a ma confiance, il y a le bruit dans la salle, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est impossible, et c'est scientifiquement prouvé, c'est impossible que 2 tirs soient similaires. Donc quand on voit les choses de cette manière-là, on comprend aussi qu'il n'y a aucune action qui peut être similaire, il n'y a aucune performance qui peut être similaire, dire on va faire exactement le même match que ce qu'on a fait juste avant, ça ne marchera pas. Et donc quand on a compris ça, le montant A, chaque geste, chaque personne a une façon de bouger unique, et chaque geste, chaque mouvement est unique, une fois qu'on a ces deux-là, on peut s'entraîner au basket, individuellement, collectivement, tout ça. Et c'est la beauté aussi de ce sport, c'est de se dire, le basket c'est un sport, comme tous les sports d'ailleurs, c'est totalement imparfait. Et c'est là qu'on arrive aux marches, c'est que cette imperfection-là, ça peut être une force à un moment donné, surtout dans les entraînements. Donc une fois que vous avez compris ces deux choses-là, donc à chaque fois je démontre dans le livre, j'explique, je rentre un peu dans le détail, je fais toutes ces choses-là, et du coup, on passe ensuite aux marches, et pour les marches, eh bien en fait j'ai divisé ça en 3 blocs. Le bloc 1, marche 1, 2, 3, c'est le corps. Comment le corps fonctionne pour pouvoir s'entraîner de manière efficace. Le bloc 2, c'est le bloc le cerveau
et l'attention. Cerveau et l'attention. Le fait d'être concentré, le fait de, voilà, de faire toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est la bataille du 21e siècle, la concentration, le fait d'être focus. Mais c'est aussi quelque chose qui, bien fait, peut vous aider à progresser. Et le troisième bloc, c'est ce que j'ai appelé l'apprentissage profond. Ok ? C'est des façons de s'entraîner, donc les marches du coup 7, 8, 9, c'est des façons de s'entraîner qui sont avancées, modernes, scientifiquement prouvées et qui correspondent aux trois choses. On met l'individu en valeur, donc soi-même si vous vous entraînez tout seul. Le joueur sent qu'il progresse et surtout le joueur prend du plaisir. Et donc plus on monte, plus ce qui est en dessous va être intéressant. Okay ? Et enfin, la dernière marche, j'aurais pu continuer encore pendant plein de marches, mais j'ai fait une dernière marche, une 10e, je trouvais que ça faisait bien de faire 10. C'était le chiffre parfait. C'est ce que j'ai appelé mettre le puzzle ensemble. Comment tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, comment est-ce qu'on peut faire pour imbriquer tout ça et faire en sorte que quand on s'entraîne, quand on performe, on soit de manière naturelle, fluide et que surtout, on soit bon. Voilà, et ensuite une conclusion sur la mentalité, le fait de... vu que je vais arriver chapitre par chapitre, vous allez comprendre. La première marche, je l'ai appelée la fluidité, ce que moi j'ai appelé la science du sans forcer. Quand on regarde un match de basket professionnel, quand on regarde un match NBA, les joueurs ils ont une espèce de fluidité, ils peuvent enchaîner les actions, les mouvements sans trop réfléchir. Je veux dire, si on apprend à faire un crossover, pour que le crossover soit efficace, il faut qu'il soit fluide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'avoir fait 4 dribbles avant, d'avoir la pression d'un joueur et d'avoir cette fluidité qui soit capable d'apparaître. Et pour moi, la fluidité, c'est être dans le flow, c'est être presque comme une deuxième nature et faire en sorte que n'importe quel joueur, quand il joue, soit dans cette fluidité-là. Et il y a des façons d'y arriver, dont j'explique dans le bouquin. Et l'une des premières choses, il y a plusieurs choses, mais l'une des premières choses, c'est de comprendre comment fonctionne son corps. Si on essaye d'aller à l'encontre de son corps, ça demande un effort exceptionnel à notre corps, à notre cerveau, à notre motricité, à tout. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Par contre, l'avantage d'être fluide, c'est que ça ne dépend pas d'un énorme travail. Ça dépend juste de comprendre comment on fonctionne, s'entraîner correctement, mais j'ai envie de dire même pas. C'est juste, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment être efficace sans forcément avoir de crispation, comment avoir une dynamique harmonieuse, on va dire, dans le jeu, sans tension, sans souplesse. Moi, c'était un gros problème. J'étais pas du tout fluide quand j'étais gamin parce que je jouais ce que moi j'appelle jouer avec les poings fermés. C'est-à-dire que j'étais toujours comme ça là. Le stress, toutes ces choses-là faisaient que moi je voulais, ok, j'ai appris à faire ça, du coup je vais faire ça. Mais j'ai appris aussi à faire ça, du coup je vais faire ça. Et faire les deux ensemble, c'était assez compliqué. Donc pour être fluide, il y a une sorte d'acceptation, on va dire comme ça, ou d'accueil de tout ce qu'on a fait juste avant. Bon, c'est plus scientifique que ça, mais voilà, je veux pas trop rentrer dans le détail. Si je vous livre tout, vous allez pas forcément être intéressé par le livre, donc c'est pas le but non plus, mais au moins vous comprenez un petit peu mieux. La marche 2, c'est ce que j'ai appelé moi la pyramide du dribble. C'est comprendre comment son corps fonctionne lorsqu'on dribble. Et là où j'ai un peu de fierté, où j'ai même beaucoup de fierté, c'est que c'est moi qui l'ai inventé, ce petit élément pédagogique. Et j'en suis très très fier, les amis. La pyramide du dribble, vous l'avez sûrement déjà vu si vous me suivez depuis longtemps, ou alors tapez dribble, Coach Mathis dribble, et vous allez voir que j'en parle régulièrement. La pyramide du dribble, c'est les fondamentaux du dribble, du travail du dribble, qui font qu'on arrive à pouvoir faire des moves de manière efficace. Mais avant ça, il faut dribbler avec de la force. Il faut avoir un bon contrôle de balle, il faut avoir une capacité à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire à dribbler, à lire la défense, à regarder les adversaires, à regarder les coéquipiers, à regarder le cercle, tout ça en même temps, à appeler la bonne annonce, à être concentré sur ce qui s'est passé un petit peu avant. Ok, mon pote, un prénom au pif, mon pote Marcel, il a marqué les 2-3 points d'affilée juste avant. Il est chaud, faut peut-être que j'appelle un système pour lui. Il faut faire ça en dribblant, en prenant en compte le défenseur, en prenant en compte que la défense elle s'adapte aussi. Bref, faut travailler ça. Ensuite on a la capacité à faire, donc tout ça c'est du travail un petit peu œil humain, on va dire, donc dans la dextérité. Et ensuite on va passer sur
le fait de coordonner son dribble et ses appuis. C'est quelque chose qui peut être un petit peu mal compris, mais ce qu'il faut comprendre de manière très simple et très succincte, c'est pour dribbler, le dribble au basket, ça sert d'aller à un point A à un point B. Simple comme tout. D'un point A à un point B. Parfois, ce point B, ça va être d'aller au cercle. Parfois, ce point B, ça va juste être de partir et revenir pour que le défenseur prenne un peu de distance. Mais pour faire ça, il faut avoir de bons appuis. Et donc, il y a une manière de travailler ça. Et enfin, si on arrive à cumuler tout ce qu'on vient de faire, le top de la pyramide, c'est tous les moves qu'on va pouvoir avoir, les crossovers, le fait de réagir à une pression défensive, le fait de faire toutes ces choses-là, correspondent à tout ce qu'on a vu juste avant. Pareil, je rentre un peu plus dans le détail, mais c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est Bibi qui l'a un petit peu travaillé, cherché. Alors, c'est pas forcément vrai, mais c'est... Bref, j'en suis fier. Ensuite, on parle du tir et de comprendre que, bon, on l'a déjà vu dans le montant A, que tout le monde a un tir différent, et dans le montant B, que même à l'intérieur de notre propre référentiel à nous, tous les tirs sont pas forcément les mêmes par rapport au contexte, parce qu'il faut toujours prendre en compte le contexte. Même à l'entraînement, on y reviendra un petit peu après, mais même à l'entraînement, aucun tir ne se ressemble. Eh bien, l'idée c'était de comprendre comment est-ce que la physique, à partir du moment où on comprend la physique du tir, c'est-à-dire la loi de la gravité, toutes ces choses-là, à partir du moment où on comprend ça, on a tout compris au basket. On a compris pourquoi est-ce que quand on tire à 3 points et qu'on est super adroit, ou du moins on se rapproche le plus possible du cercle, mais dès qu'on passe à 2 points, on envoie des grosses saucisses au cercle, des grosses briques. Bah, j'explique tout ça dans ce livre, parce qu'il y a une physique derrière tout ça. Et je l'ai simplifié au possible. D'ailleurs, les mesures que je mets dedans, je les ai tellement simplifiées qu'elles sont fausses, entre guillemets, mais au moins ça permet de comprendre un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place. Et je donne ça avec des exemples de joueurs NBA, je donne ça avec des exemples de contexte, et tout ça sans jugement, parce que tout le monde a une capacité à tirer qui est différente. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je coachais en U20, j'avais un joueur qui était allé voir un match, bref, il allait voir des matchs, et son joueur préféré, match amateur, hein, enfin match, c'était match de N3, son joueur préféré, il avait pour habitude de tirer, de monter très très haut, et de tirer en redescendant. Bah pour ce joueur-là en N3, c'était une superbe idée, parce qu'il avait une très bonne détente, il avait une capacité à monter qui était super haut, et il avait une capacité de timing et d'adaptation, parce que son corps était équilibré de manière naturelle, à finir en redescendant. Mais moi, mon joueur que j'avais en U20, il décollait de ça. Et donc quand tu tires et que tu retires en descendant, bah déjà tu tires, t'es très proche du sol, donc ton défenseur il a juste à lever le bras. En plus il était pas très grand, donc ton défenseur a juste à lever le bras et tu te fais contrer. T'es hors timing, parce que tu sautes pas vite. Et en plus de ça, eh bien, c'est sûrement très stylé, mais tu loupes beaucoup, quoi. Et pas de jugement, parce que si le joueur veut tirer comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus efficace. Et là-dedans, dans ce chapitre-là, dans cette marche numéro 3, j'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne, ça. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont tirer comme ça et d'autres comme ça. Et je vous invite à essayer ces choses-là, à prendre connaissance et à voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ça, quoi. Tout simplement. Ensuite, on est sur la marche 4. C'est ce que j'ai appelé la concentration, le focus qui paye. Alors je pense que le titre va être amené à changer, parce que je peux encore changer 2-3 trucs. Mais en gros, c'est arriver à créer un entraînement, créer un contexte où on arrive à rester concentré et à y rester concerné tout le temps. Il y a plusieurs choses à faire pour ça, je vais vous en donner une. Il y en a 3, voire une 4e. La 4e, c'est plus pour les entraîneurs que pour les joueurs. Mais je vais vous en donner une qui est très importante. C'est de challenger le joueur. Ok ? De challenger le joueur un tout petit peu au-dessus. Vraiment un tout petit peu au-dessus de ce qu'il est capable de faire. Ok ? C'est-à-dire que si, quand vous faites un exercice et que la fin de cet exercice, je sais pas, vous faites peu importe, un exercice où ça fait ta et vous avez un tir à la fin. Si à la fin, le tir, il a l'habitude de le faire, quand il tire 10 fois, il a l'habitude d'en marquer 5, bah c'est de lui demander d'en marquer 6. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas de lui demander d'en marquer 9, parce qu'il va se frustrer, il va finir par s'énerver, il va être plus du tout concentré, et on n'est plus du tout dans ce qui va être transférable en match. Par contre, si on lui donne le challenge un petit peu au-dessus, cette espèce de sweet spot où le joueur va pouvoir être largement meilleur, se dépasser, là on va progresser. Et une fois qu'on aura stabilisé ça, on va pouvoir passer, une fois qu'on est passé à 5, à 6, on va pouvoir passer à 7 sur 10. Ça peut être donc sur des tirs comme là, mais ça peut être aussi sur un timing.
Cet exercice-là, j'ai l'habitude, cette espèce de petit parcours de début d'échauffement, j'ai l'habitude de le faire en 8 secondes. Et si je le faisais en 7,50? Si je le faisais en 7 secondes? Et du coup, je vais essayer de trouver des ressources. Peut-être que quand je change de main, je suis un peu trop lent, donc je vais essayer de tester des choses, de s'améliorer, d'être concerné par ce qui se passe. Et quand on est par exemple sur quelque chose de collectif, ça peut être, je sais pas, quand vous faites un exercice de tir, en équipe, vous avez l'habitude d'en marquer 50, bah, peut-être que là, il va falloir en marquer 53. Un exemple concret, quand j'étais moi aux États-Unis et que j'ai refait avec la Nationale 3 quand je coachais, c'était de se dire que, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait eu un bug, j'ai le retour écran, j'ai cru qu'il y avait un bug, c'est de faire le Michigan Drill. Michigan Drill, vous tapez sur internet Michigan Drill, shooting Michigan Drill, peu importe, et vous allez voir que c'est un exercice de tir qui est super à faire. Vous le faites pendant 3 minutes, nous c'est ce qu'on faisait, et il y a beaucoup d'équipes universitaires qui le font encore aujourd'hui. Vous faites pendant 3 minutes, les lay-ups ça vaut 1 point, les 2 points ça vaut 2 points, les 3 points ça vaut 3 points. Vous pouvez même ajouter des difficultés, il y a plein de variations à faire. Vous faites ça pendant 3 minutes, début d'entraînement, en points, ils sont à 75 points ton équipe. Ton équipe est à 75 points. À la prochaine pause boisson, juste avant, vous refaites le Michigan Drill, et faut faire mieux que ce que vous avez fait au début de l'entraînement. Sinon, ça peut être sur des pompes, ça peut être... moi, ce que j'aimais bien faire, c'était de dire, si vous battez le score, je fais un suicide. Si vous gagnez si vous battez votre score, je fais un suicide. Si vous perdez le score, c'est vous qui faites un suicide. Et donc, du coup, ça les motive aussi un petit peu à essayer d'être meilleurs. Ça, c'est un truc un peu fun à faire. Mais bref, essayez de mettre une exigence un petit peu plus haute à chaque fois. Ça, c'est une des choses. Il y en a plusieurs dans ce chapitre-là. Bref. Ensuite, on passe au bloc numéro 2. C'est le cerveau et l'attention. Donc, pardon, le cerveau et l'attention, le focus fait partie du cerveau et de l'attention, pardon. Marche 5, du coup, c'est la créativité utile. Donc là, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais parce qu'il y a beaucoup de méthodologie à l'intérieur, beaucoup de choses très cool. Mais en gros, je vous explique comment est-ce que vous pouvez arriver à laisser cette créativité que vous avez en vous en tant que joueur se libérer. Parce qu'il y a des joueurs où vous vous dites, ouais, je suis pas du tout créatif sur le terrain, je fais vraiment ce que le coach me demande et tout ça. Et c'est très bien. Mais il y a des fois des solutions que vous n'allez pas pouvoir faire autrement que d'être créatif. Et si on s'entraîne pas à être créatif, si on n'a pas cette espèce d'état d'esprit pour pouvoir être créatif, et ben le jour où il y a un imprévu en match, le jour où il y a un imprévu X ou Y, et ben vous n'allez pas être en capacité de le faire. Alors que c'est quelque chose de très simple à bosser, de très simple à mettre en place. Mais voilà. Ce qui compte, bien entendu, dans cette créativité, c'est de ne pas perdre la structure de l'équipe, de la façon de jouer générale. Mais c'est parfois de sortir un tout petit peu de ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir avoir quelque chose qui émerge, qui n'était pas forcément l'idée générale, mais qui fonctionne. Et c'est ça nous qui va nous intéresser, c'est que ça fonctionne. Ok, donc voilà, ça c'est la marche 5. Marche 6, c'est le transfert de ce qu'on fait à l'entraînement en match. Là, c'est un chapitre un peu plus complexe que je vous invite, surtout si vous êtes coach, celui-là il va énormément vous intéresser. D'ailleurs, celui-là, il faudrait peut-être que je remette le nez dedans parce que je parle plus au coach qu'aux joueurs. Mais voilà, bref. En gros, l'idée, c'est de se dire, il y a une ligne. À la droite de cette ligne, donc pour moi, ma droite, c'est là. Et à la gauche de cette ligne, il y a deux choses. À la gauche, il y a ce qui se transfère pas du tout en match. Et à la droite de cette ligne, il y a tout ce qui va se transférer en match. Ok ? Et ce qui va le moins se transférer, c'est par exemple la musculation. Parce que les mouvements d'haltérophilie, les mouvements de musculation, tout ça, c'est pas des choses qui se transfèrent directement en match. Par contre, c'est des choses qui vont aider à transférer des choses en match. Un développé couché, bon, basket, c'est pas forcément très stratégique, c'est pas forcément très bien. Mais par contre, si on a suffisamment de force pour faire ça, ben on aura suffisamment de force pour faire des passes, pour avoir de l'adaptabilité, les muscles ils savent fonctionner les uns avec les autres, bref ça a beaucoup d'avantages. Mais on commence par là, ensuite il y a le 1 contre 0, le 1 contre 1 coaché, le 1 contre 1, bref, et on va jusqu'au 5 contre 5. Et je vous explique comment est-ce qu'on peut construire des choses pour arriver à faire en sorte que ce qu'on voit à l'entraînement va aller vers du transfert en match. Parce qu'on peut s'entraîner toute la vie, toute sa vie, toute sa vie. Ok ? Et pourtant, on n'en arrivera pas à transférer tout ce qu'on a appris en match. On peut être le meilleur shooter à l'entraînement et le plus mauvais shooter en match. C'est une réalité.
Enfin d'ailleurs, il suffit d'aller voir jouer un match de professionnel, je vous invite à aller en avance à un match de pro, vous allez voir qu'à l'échauffement, quand ils font du shoot, les mecs ils marquent tout. Les mecs marquent tout, et pourtant quand tu regardes leur pourcentage, je dirais il est à 32% lui. Ah, lui il est à 29% à 3 points, alors que pourtant il vient de nous faire une série de 10 là. Pourquoi? Dans ce chapitre. Donc du coup ensuite on passe au bloc numéro 3 qui est l'apprentissage profond. Là je fais tout un chapitre sur une manière de s'entraîner qui est totalement innovante. Et je pense que je ferai un épisode podcast complet là-dessus. J'essayerai de faire intervenir Wolfgang Schöllhorn. Je sais pas par quel moyen. J'ai la chance d'avoir son numéro, mais je sais pas s'il a le temps de venir. C'est quelqu'un qui a créé l'apprentissage différentiel. Donc tout ce chapitre est autour de l'apprentissage différentiel. C'est scientifiquement prouvé. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Et j'utilise même à l'intérieur une étude scientifique qui a été faite spécifiquement sur des basketteurs pour vous expliquer la puissance de l'apprentissage différentiel. L'apprentissage différentiel, pour être très large, c'est une manière de s'entraîner qui est excessivement fun. Ok. L'idée, c'est de se dire, ok, on veut que le joueur tire à 3 points. Comment est-ce qu'on peut l'entraîner à tirer à 3 points? On peut lui faire un nombre de tirs à 3 points, ça c'est pas du différentiel. Le différentiel, ça va être de mettre des petites contraintes qui vont faire en sorte que en match, quand il y aura, comme on l'a dit au début dans le montant A et le montant B, surtout le montant B, quand il y a énormément de contraintes en match, on reçoit la balle pas au bon endroit, on reçoit la balle, le défenseur il a la main là, du coup on est un peu gêné par rapport à notre manière de tirer. Tout ça, ok, tout ça, ce sont des contraintes, et en fait l'apprentissage différentiel, ça va vous permettre de vous adapter, au lieu de vous adapter à tirer, ça va vous aider à vous adapter à toutes les contraintes. Et pour ça, donc dans l'étude scientifique en l'occurrence, je vais vous expliquer cette étude scientifique, comme ça illustrera bien ce que je suis en train de vous dire. C'est assez bizarre. Hein. Il a pris des basketteurs, je sais plus quel est le nombre, 20 de mémoire, qui s'entraînent ensemble, le même temps pendant la semaine, ils ont le même temps de jeu, bref, la même chose pour tout le monde. Ils ont pris un groupe où ils ont fait des séances de tir, et ils ont pris un autre groupe où ils ont fait des différences de tir avec du différentiel. Ok, une grille de tir classique. Les joueurs qui font de la grille de tir classique, bon, ils shootent, ils font des séries de 10, 20, 30, peu importe, et ensuite, voilà, tous les jours, pendant X temps, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'en parle dans le livre, et ceux qui ont fait l'apprentissage différentiel, eux, ils vont faire la même chose, mais ils vont mettre du différentiel dedans. C'est-à-dire qu'il y a des séries de tir, ils vont les faire à une jambe. Il y a des séries de tir, ils vont les faire avec l'œil fermé, un des deux yeux fermés. Il y a une série de tirs, ils vont le faire, non pas en regardant le cercle, mais en regardant sur le côté. Donc là, il va falloir sauter et tourner en même temps. Ils vont le faire en tirant des fois de la main gauche. Ils vont le faire avec des ballons d'autres sports. Des balles de foot, des balles de tennis, des balles de handball. Et ça va créer du différentiel. C'est-à-dire que son cerveau, il s'habitue pas à un tir, il s'habitue à l'intention de marquer le panier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intention. Et c'est sans appel, bien entendu, si la fin de l'histoire, c'est que l'étude a prouvé que c'était exceptionnellement bien. Et j'ai été surpris en faisant des recherches, d'ailleurs il y a beaucoup de vidéos comme ça qui vont sortir sur ma chaîne, que tous les joueurs NBA font du différentiel. Stephen Curry, en début de séance, ça va être une vidéo qui arrive bientôt, il fait des tirs main gauche, il fait des lancers francs main gauche. Il fait des manières de tirer qui sont un peu différentes. Il va faire du différentiel, quand il va travailler son step back, il va mettre des choses en place qui vont pas être les mêmes choses que ce qu'il va retrouver en match, mais le fait qu'il soit capable de s'adapter va faire en sorte qu'il sera en match capable de s'adapter à n'importe quelle contrainte qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres méthodologies que j'explique, mais voilà, ça c'est sur ça. Ensuite, la marche 8, je ne vais pas aller en profondeur là-dessus parce qu'on est déjà très long. La marche 8, c'est de se dire que il faut être capable d'accueillir les difficultés. On en a déjà un petit peu parlé, il ne faut pas que la difficulté soit trop élevée, mais si on change un tout petit peu son état d'esprit, un tout petit peu son entraînement et un tout petit peu son regard sur la performance, on est capable de progresser énormément en aimant la galère. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes un super joueur en U13 et on vous surclasse en U15. C'était très facile pour vous en U13, en U15 vous vous faites défoncer. C'est simple, ils sont plus physiques que vous, ils sont meilleurs que vous, ils sont plus techniques que vous. Vous avez deux solutions. Soit vous accueillez cette difficulté-là et vous allez progresser à vitesse grand V, soit vous vous dites, c'est pas pour moi, pourquoi je vais retourner avec les U13, c'est beaucoup trop facile pour moi. Là-bas, je marque, je me sens important, je me sens valorisé,
Pourquoi est-ce que je devrais rester ici? Et ben, je vous explique à l'intérieur que ce genre de choses-là, c'est excessivement bon pour le basket. Pour plein d'autres choses dans la vie, mais c'est excessivement bon. Et je vous donne bien entendu un contexte scientifique par rapport à ça. Je vous donne plein de petites astuces pour que vous puissiez les utiliser. Voilà, bref. Ensuite, c'est la marche 9, du coup, c'est toujours l'apprentissage profond. C'est ce que j'ai appelé voler des super pouvoirs. Donc c'est aller vers d'autres sports. Je vais vous raconter l'histoire dont je parle dans cette marche 9. On a tous connu ça, je pense, si vous avez commencé le basket très tôt. C'est les mercredis après-midi découverte basket. Okay, où il y a des gens de l'extérieur qui viennent découvrir le basket sur un entraînement, voir si ça leur plaît, etc. Souvent c'est en début de saison que les gens font ça, ou en toute fin de saison. Et vous avez ce mec qui arrive, vous ça fait 3-4 ans que vous faites du basket, lui c'est la première fois qu'il vient, il vient souvent avec une tenue qui n'a rien à voir avec du basket, genre un t-shirt avec marqué cross de Savoie, tu vois, cross, le mec il a fait de l'athlétisme, il a fait tous les sports, il vient avec une paire de running, des ASICS, il vient avec un short où c'est limite un short de tennis. Je sais que vous avez déjà connu ça. Et le mec, il arrive à défoncer tout le monde, il arrive à marquer plus de paniers, il arrive à être plus mobile, à faire toutes ces choses-là. Parce que ce joueur-là, il a fait plein d'autres sports avant. Et donc son corps, en fait, son cerveau, son corps, ils sont capables de dire ok, bah, peu importe, j'ai fait du rugby, j'ai fait du machin, je peux me déplacer dans tous les sens, quel que soit le truc. Je vous explique des modèles d'éducation, notamment le modèle canadien, où ils invitent... Ça arrive en France un petit peu, où on peut faire différents sports. Moi, le gros regret que j'ai, c'est de m'être spécialisé dans le basket un peu tôt. Alors, j'ai fait du judo, j'ai fait un tout petit peu de foot, j'ai fait du tennis, je fais des instruments de musique aussi, peu importe, on s'en fout. Mais, voilà, faire d'autres sports, quand on est très jeune, ça va nous aider à être meilleurs sur le terrain de basket. À avoir un corps qui résiste mieux aux efforts, qui résiste mieux aux blessures. Voilà. Et ça, c'est quand on est jeune. Et quand on est un peu plus âgé, quand on est un jeune adulte ou qu'on commence je sais pas, à rentrer dans des centres de formation ou qu'on n'a pas le temps de faire d'autres sports, l'idée de se dire, une fois par semaine, une fois par mois, pour souffler, pour faire autre chose. Je vais aller faire du tennis. Je vais aller faire un foot avec des copains. Je vais aller faire autre chose, tout simplement. J'ai de l'escalade. Pour vous, si c'est votre cas, ça va vous permettre de récupérer pour votre cerveau, même si vous allez revenir avec un temps un peu plus courbaturé, mais vous êtes hors des efforts basket, ça va vous permettre de souffler et de repartir sur une meilleure page, ok? Bref, il y a des bienfaits par rapport à ça, je rentre beaucoup plus dans le détail que ce que je suis en train de vous dire là tout de suite avec des études scientifiques, avec tout ça, hein. Ce livre est presque un livre scientifique pour le coup. Et ensuite, la marche 10, du coup, qui elle est seule, qui ne rentre pas dans un bloc, c'est le fait de faire tout ce que je viens de vous dire là, de mettre tout ça ensemble, pour faire en sorte d'être bon, de progresser, de tout casser sur un terrain de basket tellement vous êtes fort. Et ça, pour moi, c'est pour ça que j'ai créé aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous voyez ça, c'est que pour moi, en fait, tous les joueurs qui veulent devenir basketteurs professionnels, c'est trop bien. Faut tout donner pour y arriver, et faut pas avoir de regrets. Mais si ça marche pas, comme ça a été le cas pour moi, on apprend tellement de choses. Avec tout ce que je viens de vous dire là, vous pouvez dupliquer ça dans tous les autres aspects de votre vie. Tous. Donc finalement, être basketteur professionnel ou être peu importe, ça va vous demander d'avoir une certaine exigence que vous allez pouvoir, si un jour vous voulez être professeur, si un jour vous voulez être chef d'entreprise, si un jour vous voulez être le meilleur parent de la planète quand vous allez avoir des enfants, si jamais vous êtes le meilleur grand-parent de la planète, et ben c'est quelque chose que vous allez pouvoir dupliquer dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est bien entendu extrêmement intéressant. Donc je vous explique tout ça sur cette marche-là, qui est la dernière marche de ce chapitre. J'aurais pu en faire, je pense, au moins 10 de plus, mais bon, faut pas non plus trop abuser. L'idée, c'est pas de vous faire un produit qui coûte 30 euros, mais plutôt, ou 40 euros, mais plutôt un produit assez accessible et assez facilement compréhensible et que vous pouvez avoir partout, facile à lire. Et voilà. Et ensuite, la conclusion, c'est de se dire, ok, l'échelle, elle est là. Elle est facile à monter quand on arrive à comprendre un petit peu tout ce qui s'y passe. Mais pour qu'elle soit solide, il faut avoir une certaine mentalité. Et ça, je vais pas vous la donner aujourd'hui. Il y a des petits secrets par rapport à ça. C'est pas du tout le truc, la motivation. Allez, c'est parti. Non. Il y a des certaines mentalités à avoir qui vous surprendront, mais qui feront de vous un meilleur basketteur. Un mec basé sur l'effort, ou une fille basée sur l'effort, basée sur les valeurs d'un sport, les valeurs humaines, toutes ces choses-là. Bref. Voilà.
Et du coup, je vérifie juste que j'ai rien oublié, parce on arrive vite à la fin de l'épisode. Hop. Et du coup voilà pour cette conclusion. Donc maintenant, vous avez peut-être un petit peu plus d'infos sur le livre et pourquoi est-ce qu'il va être intéressant. Je l'ai tourné dans quelque chose de très pratique, que ce soit pour les basketteurs, coachs, parents, passionnés de basket. Quelque chose de facile à lire, il y a des petites histoires, des petites anecdotes assez drôles. Je fais des comparaisons sur des joueurs NBA aussi, sur plein de choses. Là, je vous ai vraiment... Enfin, le livre fait plus de 150 pages, donc vous avez le temps de voir venir. Et voilà. Du coup, voilà, 150 précommandes. Il faut, pour me soutenir, pour que ce rêve à moi puisse devenir réalité, je compte sur vous. Vous allez absolument le kiffer. Vraiment, vraiment, vous allez kiffer. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Je vais essayer de tourner d'autres épisodes podcast. Et ouais, let's go. Je suis vraiment, vraiment très heureux que ce livre puisse sortir. C'est un rêve absolu, comme vous l'avez compris depuis le début de cet épisode. Et j'ai vraiment hâte que ça voie le jour. Donc le lien est en description. Je l'ai mis plusieurs fois là-haut, là. Et maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Et si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. J'y répondrai. Je vous dis à très vite. C'était Coach Mathis. Merci de faire en sorte que je puisse faire ce genre de projet. Et maintenant, je compte sur vous. Ciao.